aux premiers éléments de modélisation. Alors, une petite question subsidiaire qui va nous permettre de passer effectivement à la modélisation. Sur la base donc, de cette analyse de risque que l'on vient de faire, quel est le covenant de DSCR que vous fixeriez pour ces cash flows sur ce projet Narbonne? Donc ratio DSCR, dont je vous rappelle qu'il est calculé en mettant en fraction, donc en haut de la fraction l'EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation de la société de projet, et en bas, donc l'ensemble de la dette, principal, intérêt et frais. Dans la mesure où on a prévu d'avoir ça sur 20 ans, mais avec période de remboursement, on va dire 7 à 10 ans, je verrais bien un 20, un 20, un 25. Alors vous êtes là, vous n'êtes pas du côté du banquier, parce que le banquier, quand il voit risque technologique et risque environnemental, je pense qu'il arbitrera pour un covenant de DSCR un peu plus élevé. Parce que ce risque technologique et ce risque d'ensoleillement quand même, risque technologique et risque environnemental, dont on a vu qu'ils étaient étroitement corrélés, ça peut amener à remonter le covenant de DSCR sur des montants qui seront plus autour de... Actuellement, j'entends. Actuellement, si on devait financer ce projet, je pense qu'on serait plutôt sur des covenants de DSCR dans le marché actuel qui seraient autour d'un 4, voire un peu plus. Prenons le P50 sur la base d'un P50. Voilà, donc ce sera un arbitrage effectivement à faire en fonction du scénario d'ensoleillement qu'on va utiliser, sachant que les banques ont tendance à utiliser un scénario le plus conservateur possible. Et donc les deux sont effectivement, vous avez raison, mis en corrélation. Mais quand même une société qui est en pleine évolution. La tarification d'EDF sur ce type de projet qui, certes, est contractualisée sur 20 ans, mais dont on peut se demander s'il n'y aura pas une pression sur la tarification, une pression pour renégocier le contrat. Tous ces éléments de risque que l'on vient d'évoquer font que je pense qu'on sera sur des covenants de DSCR qui seront plus autour d'un 4, voire un 5, sur la durée d'amortissement, donc calculée année par année sur la durée d'amortissement, donc on peut supposer qu'elle sera effectivement autour de 7-8 ans maximum. Okay. Donc les principaux ratios d'analyse pour vous permettre effectivement de travailler sur ce modèle que l'on va examiner ensemble, vous les avez ici. Donc on a déjà évoqué le DSCR, l'ICR. Alors vous avez le Loan Life Cover Ratio qui lui va être en moyenne, donc la moyenne des DSCR sur toute la durée de vie du projet. Donc on va prendre l'actualisation de tous les cash flows. Alors cette abréviation CFADS, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est soit effectivement on parle d'EBITDA, qui est un agrégat comptable, ou d'excédent brut d'exploitation, soit on parle de cash flow available for debt service, ce qui est la même chose. Donc c'est l'ensemble des cash flows de la société de projet disponibles pour l'amortissement de la dette. Donc en fait c'est la même notion que l'EBITDA actualisée. Donc quand vous voyez NPV, donc Net Present Value, c'est la valeur actualisée nette, ce qu'on appelle en français la VAN, donc valeur actualisée nette. Ok. Debt Equity, donc ratio de Debt Equity, sur ce même projet Narbonne, quel type de ratio Debt Equity vous pensez avoir sur ce type de financement? Alors sachant qu'on se place à la date où ça a été closé, c'est-à-dire en 2008, à votre avis?
on va être sur quel montant? Quel ordre de grandeur sur ce ratio? 70% dette, 30% equity. Oui, à peu près de cet ordre de grandeur, effectivement, tout à fait. Oui, absolument. Aujourd'hui, on serait probablement sur des montants de dette equity qui seraient différents, donc sur un levier qui serait probablement plus autour de 55-60%. Mais je pense qu'en 2008, on était sur plutôt du 70-75%. Voilà, donc là, ça vous donne, dans le modèle Excel, donc je vous ai refait une capture du modèle Excel qu'on va voir tout de suite. Vous voyez qu'effectivement, on a une moyenne de DSCR qui est de 1,66 dans le cas qui est pris, et donc qui correspond qui est très proche d'une low life cover ratio. Donc le ratio debt equity, les éléments essentiels pour la fixation donc, de ce ratio dette fonds propres, c'est donc principalement déterminé par, bien entendu, donc, ce que l'on vient de dire, à savoir la résultante de notre analyse de risque, hein, c'est-à-dire le profil général de risque de la transaction, et notamment le risque marché, hein, risque marché dont on a vu qu'ici il était bien limité donc, par la durée et la qualité de la société d'enlèvement, la durée du contrat d'enlèvement et la qualité de la société d'enlèvement. La solvabilité du sponsor principal, donc là c'était EDF-EN, le niveau de risque pays si risque pays il y a, le degré de liquidité des marchés financiers, donc ça on a vu qu'effectivement c'est un problème qui s'est avéré, c'est un risque qui s'est avéré assez réel sur cette transaction, et puis donc les agences de crédit export et les multilatéraux qui eux n'interviennent en général pas au-dessus d'un ratio qui est de l'ordre de grandeur de 75-25. Alors c'est un benchmarking que je vous donne, hein. C'est pas un chiffre absolu, mais effectivement, c'est de cet ordre de grandeur. Plus on a des risques marchés faibles, hein, donc par exemple sur des projets énergétiques classiques, centrales énergétiques telles que ce qu'on a vu hier, plus on va pouvoir mobiliser des ratios de dette fonds propres, des montants de dette élevés. Hein, donc, oui. Les ICA n'interviennent pas au-dessus d'un ratio de l'ordre de 75-25, c'est-à-dire c'est quoi? Ça veut dire que quand on est à l'export, si on a moins de 25% d'equity apporté dans le projet, les ICA ne rentrent pas? Disons que les ICA vont... c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, oui, effectivement. Hein. Les ICA vont regarder de près l'implication réelle des sponsors et donc de leurs clients exportateurs dans l'actionnariat de la société de projet. Encore une fois, ce n'est pas une règle d'or, c'est un ordre de grandeur que je vous donne, 75-25. Hein. On peut monter à des montants de dette plus élevés, mais c'est vrai que les agences de crédit export et les multilatéraux vont regarder de près l'implication sous forme d'injection de fonds propres des principaux sponsors, voire du sponsor unique, si sponsor unique il y a. Et puis donc ce risque de marché, vous voyez que, donc, à l'inverse, si on a des risques de marché élevés, on va avoir des ratios dette fonds propres qui vont être différents, avec donc une injection en dette qui sera beaucoup plus faible. Pourquoi, par exemple, je vous ai cité ici le secteur des matières premières ou de la téléphonie mobile. Donc typiquement, un projet de concession minière, hein, si on prend matières premières, une concession minière, ou un projet de réseau de téléphonie mobile, de satellite de téléphonie mobile par exemple. Pourquoi, à votre avis, est-ce que ça va développer, ça va déboucher sur des ratios plus faibles, donc 60-40, voire 50-50?